Bonsoir, Place aux idées est de retour. Nouvelle saison sur LCP et première émission consacrée au rêve français. Est-il porteur d'avenir pour les jeunes en France, confrontés, on le sait, à la crise, au chômage et à une mondialisation galopante? Pour en débattre ce soir, notre invité est Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale. Il sera confronté à nos deux experts, Mathias Léridon, le président de Tilder, qui dressera un panorama de ce qu'est ce rêve français. Il sera confronté ensuite à Laurent Bigorgne, le directeur de l'Institut Montaigne, qui entrera dans le dur du sujet. Il sera question de scolarité difficile, voire même de chômage pour les jeunes. Alors, autour de nous, sur ce plateau, une quarantaine de jeunes représentatifs des jeunes en France, de la société française, sélectionnés par notre sondeur Harris Interactive, dont nous dévoilerons tout à l'heure le sondage exclusif consacré à ce rêve français. Alors, mesdames et messieurs, jeunes gens, je vais vous demander tout de suite de vous emparer de vos petits boîtiers blancs, vous en connaissez le fonctionnement, et de répondre à une première question. C'est un vote rapide, hein. La question c'est, croyez-vous, oui ou non, au rêve français? Allez, c'est à vous de jouer. Nous répondrons de nouveau à cette question à la fin de l'émission, voir si votre opinion aura évolué. À vous de jouer. À tout de suite pour la première partie de Place aux idées. Générique. Bienvenue à vous, Vincent Peillon. Ravi de vous trouver ce soir sur ce plateau. Vous êtes idéalement placé pour observer cette jeunesse française qui nous entoure, ici présent. Elle se pose beaucoup de questions, cette jeunesse. J'ai envie de vous poser, moi, une première question. Est-ce que c'est le ministre de l'Éducation? Est-ce que c'est le prof agrégé de philo? Ou est-ce que c'est le père de famille qui va répondre à toutes nos questions? C'est sans doute les trois à la fois. On se divise pas en fonction. En tout cas, il ne faut pas se diviser. Il faut essayer d'être le même homme dans sa vie privée, dans sa vie publique, dans ses affections personnelles et dans son action publique. C'est d'ailleurs une vieille recommandation de l'esprit français, d'une forme d'humanisme. C'est d'essayer d'être le même et donc pas mentir. Et dans ses actions, de faire avec la totalité de son histoire, de ses attachements et de ses rêves aussi. Et quand on avance un peu en âge, l'important est aussi de garder ses rêves vivants. Alors j'aimerais qu'on me donne les résultats du premier vote qui a été effectué à la question « Croyez-vous encore au rêve français ?» Ils apparaissent là. Nous avons 15 oui, 30 non, un qui ne se prononce pas, un vote qui donc dans le vide, 15 à 30. 30 non, ça fait un peu beaucoup, c'est pas terrible, Vincent Peillon. C'est pas étonnant. Pourquoi ? D'abord, on le sait, on interroge des gens plus jeunes, mais on interrogerait des gens plus âgés, ce serait la même chose. C'est ce pessimisme français, peut-être une part de désamour avec notre nation, notre histoire, notre projet, qui est sans doute pour nous le sujet majeur depuis plusieurs années et pour les années qui viennent. Maintenant, le rêve français, qu'est-ce que c'est ? On nous demande de nous prononcer sur le rêve français. Le rêve français, c'est peut-être celui que nous avons justement chacun à faire maintenant. Ce n'est pas un objet qui nous est extérieur. Je vais me prononcer comme sur une marque, je ne sais pas quoi, de machine à laver. Le rêve français, il est porté par vous. Il bat dans chacun de leur cœur. Et là, c'est plus difficile de répondre, à mon avis, par non. Alors justement, nous avons tout le temps pour y répondre. Place au premier entretien avec Mathias Léridon, ici présent. Quel est donc ce rêve français dont nous parlons depuis le début de cette émission? Mais je vous propose ce premier reportage pour poser le débat réalisé par Chloé Baïz. Liberté, égalité, fraternité, la devise de la République au cœur du rêve français est aujourd'hui remise en question. Pour preuve, selon un récent sondage, 3 Français sur 4 estiment que la France est en déclin. Face à ce pessimisme, lors de la campagne présidentielle de 2012, François Hollande déclarait justement « C'est le rêve français que je veux réenchanter, offrir à la jeunesse de France, à la génération qui vient, une vie meilleure que la nôtre. » Créer une société accueillante pour les jeunes, un des objectifs de l'actuel gouvernement.
Mais pour le directeur général et directeur financier de la Banque mondiale Bertrand Badré, il faudrait avant tout rassembler les générations autour d'un idéal commun. Il faut une continuité des générations. Je pense qu'on a vraiment besoin de cette tension productive entre les grands-parents, même les arrière-grands-parents maintenant, les grands-parents, les parents et les jeunes. Là aussi, les rêves, c'est pas 15 millions de rêves jeunes, plus 15 millions de rêves adultes, plus 15 millions de rêves de grands-parents et 15 millions de rêves d'arrière-grands-parents. C'est l'ensemble de tout ça qui fait un rêve français. Et si les Français n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, la France a globalement une bonne réputation à l'étranger. La France, elle a une image très forte, liée à son histoire, liée à sa géographie, liée à ses produits, liée à sa culture. Donc de toute façon, où vous alliez dans le monde, la France ne laisse pas indifférent. Alors après, il peut y avoir des bonnes et des mauvaises influences, mais globalement, la France est un pays qui marque. Parmi les éléments qui font rêver les étrangers, le tourisme, la gastronomie, le patrimoine, mais aussi une politique sociale qui reste très avantageuse. Voilà, nous avons planté le décor. J'ai bien aimé le petit RF comme République française ou rêve français. La France est-elle en déclin? La question est posée. Mathias Léridon, vous avez la parole pour cette première partie que vous avez judicieusement intitulée « Liberté, égalité, fraternité ». Vincent Payon, bonsoir. La génération qui vient, vous êtes particulièrement bien placé pour en parler parce que vous êtes responsable de cette génération qui vient en étant ministre de l'Éducation nationale. Mais moi, je voudrais revenir sur ce qui est finalement aujourd'hui la base du pacte républicain de la France. Liberté, égalité, fraternité, c'est sur ces trois mots, sur ces trois valeurs que s'est construite la société française. Est-ce que vous avez l'impression que ces trois valeurs sont suffisantes ou insuffisantes pour construire le rêve français, le pacte pour le rêve français pour le prochain siècle, le 21e siècle? Ces valeurs, elles expriment comme les valeurs un idéal. Ceux qui les ont posées comme ceux qui nous réunissent depuis la Révolution française n'ont pas dit elles sont réalisées. Elles ont dit il faut tendre vers ça. Et comme vous le savez, quand on regarde notre histoire, ils se sont battus pour qu'on ait la liberté d'expression, liberté de vote, liberté d'étudier, liberté de se mouvoir. Ils se sont battus pour l'égalité, dans une société faite de privilèges, d'inégalités, et puis sans doute pour mettre dans cette société le respect des autres, la fraternité, l'idée qu'on appartient dans le fond à une même humanité et que selon le milieu dans lequel on est né, la religion, le pays, mais non, on partage quelque chose de plus important qu'est l'humanité commune. Mais ça n'a jamais été réalisé. Et il y a toujours eu des forces qui s'opposaient. Et donc je crois que la République, si c'est liberté, égalité, fraternité, reste évidemment un projet moderne, parce que nous n'y sommes pas encore. Il est plus moderne aujourd'hui qu'il n'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans, parce qu'on a toujours un peu l'impression que ces trois valeurs, on a eu une phase ascendante, les 30 glorieuses, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et puis que tout d'un coup, face au choc de la mondialisation, de la crise, tout s'est un peu effondré. Non. Vous y croyez encore formidablement au fond de vous-même? C'est une grande erreur historique de penser ça. Prenez l'éducation et les jeunes gens et les jeunes filles qui nous entourent. Si vous prenez la France il y a 30 ans, il y a très peu d'enfants, d'élèves, qui accèdent même au secondaire, et donc qui peuvent faire des études. Les hiérarchies sociales étaient extrêmement fortes, les inégalités l'étaient. La possibilité pour les jeunes filles de disposer de leur corps, pour les jeunes gens de s'exprimer, d'avoir accès même à la lecture. Moi, quand je faisais mes études, nous n'avions pas la possibilité de nous informer ou de lire comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Donc il s'agit d'autre chose, car de ce point de vue-là, il ne faudrait pas, c'est souvent les conservateurs ou les réactionnaires, avoir une nostalgie du passé. Le passé n'était pas tout rose. Imaginez, les femmes vont avoir le droit de vote en 1945, il y a eu les combats coloniaux, qu'est-ce qui se passait avant 68, combien de personnes faisaient des études. Donc il ne faut pas considérer et avoir la nostalgie d'un ancien temps. En même temps, nous avons nos problèmes à nous, et ils sont solides. Oui, il faut s'y attaquer. Mais justement, Vincent Payon, pour réagir sur ce point-là qui est le pessimisme français, on a l'impression que les Français pensent, et d'ailleurs ils l'expriment dans les différents sondages, que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Vous êtes père de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Est-ce que vous avez la profonde conviction personnelle, ce n'est pas le ministre qui parle, mais l'homme, que vos 4 enfants vivront mieux que vous? Ce qui est frappant dans ces études, c'est que, à titre individuel, ce n'est pas ce que disent y compris les jeunes, y compris les Français. Ils disent, bon, à titre personnel, je vais pouvoir, en termes de liens affectifs, en termes d'insertion professionnelle, je vais pouvoir bien vivre. C'est comme nation, c'est le collectif qui est pessimiste. En tant que j'appartiens, et donc notre corps collectif, la France, ce sera moins bien
dans 30 ans, 20 ans, 10 ans que ça ne l'est aujourd'hui. À titre individuel, ça va aller. Donc ils sont parfois optimistes sur le plan personnel et pessimistes sur le plan collectif. Ce corps collectif, quand on est membre d'un gouvernement, on en a la responsabilité. Comment faire en sorte de transformer ce pessimisme collectif des Français pour qu'il y ait une énergie française qui soit tournée vers le futur, qui est un peu le rêve français, qui était le rêve français de nos grands-parents? Comment on peut arriver à casser ce pessimisme collectif? Moi, je pense que les choix, et c'était l'idée qui a commandé la campagne présidentielle, et moi que je porte depuis longtemps, c'est cette idée de crise de l'avenir. Le problème français, c'est que la France, en tant que pays, a du mal à se projeter dans le futur. Et ce pessimisme l'a conduit à sacrifier, d'une certaine façon, dans ses arbitrages, alors de toutes sortes, ça peut être les arbitrages fiscaux, les arbitrages éducatifs, la jeunesse. La jeunesse, pas simplement comme une catégorie de population, et je suis assez d'accord avec ce que disait le vice-président de la Banque mondiale, mais la jeunesse en tant qu'elle est la France de demain. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pour ça que nous avons voulu faire de la priorité de l'école, de la jeunesse, la priorité, pas seulement pour s'adresser aux jeunes comme une catégorie, dans une logique consumériste, d'intérêt particulier, par exemple d'opposer les jeunes aux anciens, c'est pas du tout l'idée, c'est parce que être capable pour un pays d'investir dans sa jeunesse, c'est être capable de renouer avec son avenir. Et c'est pour ça que nous tenons beaucoup à ce que les marges qui sont les nôtres, les marges financières, les marges de réforme, elles soient d'abord dirigées vers les jeunes. C'est la lutte contre le chômage des jeunes. Imaginez un pays qui fait 25% de ses jeunes au chômage. C'est une catastrophe pour eux, mais c'est une catastrophe pour demain. Un pays qui se permet autant d'échecs scolaires que ce que nous faisons. C'est une catastrophe pour chacun qui est dans cette situation, mais c'est une catastrophe collective. Si ça repart, ça entraîne le reste. Et c'est la France de demain. D'où cette priorité à la jeunesse, d'où cette priorité à l'école. Là, vous parlez des jeunes, vous parlez du chômage, vous parlez de l'emploi. Le problème, c'est que le rêve français, quand on est jeune, quand on a 25 ans, et qu'on a le taux de chômage de jeunes qu'on a en France, comment on peut encore rêver, Vincent Peillon? Alors, certes, il y a les emplois d'avenir, mais la réalité, c'est comment fait-on pour casser cette spirale collective qui est qu'en France, on est un des pays européens dans lequel le taux de chômage des jeunes est le plus important. Et on a autour de nous un certain nombre de ces jeunes qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas. Donc, est-ce que c'est pas un discours politique, finalement, de dire oui, on va investir pour réenchanter cet avenir, trouver un avenir de la France, mais s'ils ne trouvent pas d'emploi, le premier rêve d'un jeune, c'est de trouver un emploi. Et aujourd'hui, n'en trouve pas. Mais vous avez raison. Et donc c'est pour ça que depuis 6 mois, enfin, après des années de hausse, mais parce qu'on a une action volontariste, on commence à avoir une baisse du chômage des jeunes. On pourra dire qu'elle n'est pas suffisante, il faut la continuer, mais on inverse une tendance qui était catastrophique. Vous savez, j'étais un peu plus jeune, mais en 97, lorsque nous arrivons avec Lionel Jospin, il y a 25% déjà de jeunes au chômage. Nous partons en 2002, dans les conditions que chacun connaît, 12,5. On revient 25% à nouveau. Et donc, il faut à nouveau faire baisser cela. Et ça a une vertu, évidemment, pour eux. Ils ont quand même le droit au travail. C'est d'ailleurs un droit constitutionnel. Mais c'est aussi, pour leurs parents, pour les grands-parents, quelque chose qui marque toutes les familles. Et d'ailleurs, on prend les contrats d'avenir, on peut prendre les contrats de génération. Quand un jeune trouve un travail, c'est toute sa famille et c'est toute la société qui se remet en mouvement. Et donc ça doit être une action résolue, continue. C'est pas l'action politique, elle vous concerne chacun. C'est pas le fiat divin. C'est pas je dis et puis ça va se faire. C'est une action. Ce matin, je recevais des entreprises, des grandes entreprises françaises ont signé des conventions pour l'emploi des jeunes en France et à l'étranger d'ailleurs. Voilà, c'est une action permanente pour donner les bonnes qualifications, moderniser les apprentissages, faire en sorte que les entreprises recrutent d'abord des jeunes et qu'ils trouvent leur place, lutter contre les abus de stage. Il y a un faisceau d'action. Mais ce que je veux dire, parce que c'est une mission en ce sens importante, et ils sont là, c'est que le pire, et il l'a dit d'une certaine façon, ce serait de penser, c'est toujours comme ça la France, on fait pour les jeunes, on ne fait pas pour les autres. Faire pour les jeunes, c'est faire pour tout le monde. Alors Vincent Peillon, Mathias Léridon, je vais demander une première réaction à nos jeunes présents ici dans la salle. Vous êtes, prenez le micro, vous êtes Anaëlle Codia, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, racontez-nous un petit peu, où vous habitez Lille, est-ce que vous êtes étudiante, est-ce que vous travaillez ? Alors j'habite effectivement Lille, j'ai 24 ans et je suis donc étudiante salariée en parallèle de mes études. Donc je finis actuellement, je viens de terminer une licence en droit à l'université de Lille 2. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez, je m'interroge moi sur le pacte républicain. Justement, on parle de liberté, d'égalité et de fraternité. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour nous, les jeunes, de nous redéfinir ces termes-là ? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui l'égalité en 2013 ? Qu'est-ce que la liberté signifie ? Et qu'est-ce que signifie la fraternité pour nous ?
Alors, il faut peut-être, c'est ce que vous nous disiez en dehors de ce plateau, vous êtes, vous, de nationalité française, mais vos parents, eux, étaient de nationalité du Congo, c'est ça, le Congo-Brazzaville. Est-ce que vous avez, vous, ressenti une différence avec des parents d'une origine autre que française ? C'était pas la même époque, donc je pense qu'ils n'ont pas eu à faire face aux mêmes problèmes. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, nous, d'avoir besoin de faire 2 fois plus. Donc on fournit 2 fois plus d'efforts, et en fournissant 2 fois plus d'efforts, on n'a pas l'impression toujours d'arriver à cette égalité dont on parle tant. Donc on se demande, est-ce que la France dont on parle aujourd'hui, est-ce que ce rêve français, est-ce qu'on va l'expérimenter vraiment un jour, ou est-ce que pour nous, il faudrait se diriger vers l'étranger en fait ? Je me demande combien de Français aujourd'hui expérimentent ce rêve dont on parle. Est-ce qu'il est vraiment actuel ? Est-ce que c'est vraiment un rêve vers lequel on tend ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui pour nous vraiment en France ? Qu'est-ce qui nous reste ? Anaëlle, vous parleriez, vous, d'une société inégalitaire ? Inégalitaire, oui, c'est ça. Ouais. Je dirais qu'elle est inégalitaire parce que on fait beaucoup de choses, on met beaucoup de choses en place, on essaie de faire beaucoup de choses, mais concrètement, dans les faits, on n'y touche pas, quoi. On a l'impression que c'est inaccessible. C'est là, mais on l'a pas. Alors on se demande qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que c'est vraiment une question de diplôme ? Parce qu'à diplôme égal, on n'a toujours pas l'impression d'avoir les mêmes chances. Est-ce que vraiment, qu'est-ce que l'égalité au final ? Qu'est-ce que l'égalité aujourd'hui en France, quoi ? Jeunes Français, qu'est-ce qu'on a, quoi, pour nous ? Merci Anaëlle. Vincent Payan, voilà une belle interpellation et puis au fond, la description d'une société qui ne va pas si bien que ça. Mais ce qu'elle dit, parce qu'elle a dit à un moment, on a l'impression. Non, ce n'est pas une impression. Ce que vous dites est la vérité. Et elle est mesurée. L'OCDE, c'est un grand organisme, vient de rendre une étude qui montre que la France, non seulement est le pays le plus inégalitaire à l'égard de ses enfants à l'école, mais ensuite a été incapable de réaliser l'intégration première et deuxième génération. Et donc c'est une interpellation réelle pour l'ensemble des Français. Dans le même temps, nous avions un sondage il y a 15 jours pour dire que 70% des Français trouvaient qu'on faisait trop pour les étrangers. Ça n'est pas une réalité. Et donc c'est un combat. Mais c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. La liberté, l'égalité, la fraternité, ce ne sont pas des notions figées. C'est des notions pour lesquelles nous devons nous battre tout le temps. Vous dites qu'il faut les réactualiser. Tous ceux qui les ont portées les ont toujours actualisées. C'est pas, je ne sais pas quoi, une espèce de figurine qu'on mettrait derrière une vitrine. C'est un combat permanent. Vous y ajouteriez laïcité, c'est ça ? Avec plaisir, oui. Avec plaisir, je mettrai laïcité. Mais j'ai regardé un sujet hier sur la liberté des femmes aux États-Unis, sur le droit à l'avortement, qui est contesté dans un certain nombre d'endroits. Je vois les problèmes de discrimination à l'embauche. Nous voyons l'écart entre les catégories sociales s'accroître en France dans les résultats scolaires. Eh bien, c'est la tâche permanente, ce que les anciens appelaient la grande tâche. Personne n'a jamais cru, en tout cas chez les démocrates, à la société réconciliée, tout le monde aime tout le monde, etc. Oui, tout le monde a pensé que c'est un combat permanent. Et aujourd'hui, c'est vrai, il faut le mener fortement parce qu'il y a beaucoup d'inégalités, de discrimination, de racisme, de xénophobie et les jeunes le savent parfaitement. Oui, mais Vincent Payan, quand on est jeune, et nous avons tous été jeunes à un moment donné, on se caractérise par le fait de dire tout est possible. Et la réalité, c'est qu'on a quand même un peu l'impression qu'une partie de la jeunesse en France, aujourd'hui, elle se dit que tout est possible ailleurs et plus en France. Et c'est ça le problème, en fait, ce que disait Anaëlle, c'est qu'en fait, au fond, la France présente un projet de société, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de connexion entre la jeunesse en France et ce projet de société, et qu'en revanche, il est probablement plus facile, plus accessible aux États-Unis, en Inde, en Chine, au Brésil, dans un certain nombre de pays. Donc, le problème, c'est est-ce que la jeunesse française, finalement, son rêve n'est pas de sortir de la France aujourd'hui ? Je ne crois pas. Il y en a qui vont à l'étranger, c'est pas un mal en soi. On va vivre dans un monde, nous accueillons aussi beaucoup. On n'en a pas beaucoup qui viennent en France. Si, beaucoup. Au contraire, il faut faciliter, nous l'avons fait, l'accueil des étudiants étrangers. La France reste, comme l'Europe d'ailleurs, regardez ce qui se passe en Ukraine, un pays qui est quand même très attractif par ses services publics. Notre école est gratuite. Vous allez aux États-Unis, allez faire des études aux États-Unis. Vous verrez comment vous faites. Allez vous faire soigner en Angleterre. Donc il ne faut pas non plus, nous-mêmes, en permanence, mais, je le redis, le grand enjeu pour notre pays, celui du redressement, celui de la capacité dans l'avenir, c'est la capacité justement à lutter contre ce qui vient d'être dit, à faire une place à notre jeunesse, à faire une place aussi, parce que c'est ce qu'elle a dit, à nos valeurs, en ce sens que si la France rayonne dans le monde, comme il l'a dit, c'est précisément parce que la France, elle porte une certaine idée, celle des droits de l'homme, celle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. C'est quand même cocasse qu'on nous demande d'intervenir dans d'autres pays, que notre voix soit entendue dans le reste du monde, au Conseil de sécurité de l'ONU, dans différents pays, en Afrique, mais que dans notre propre pays,
nous ne soyons pas capables de faire vivre notre idéal. Donc le grand enjeu pour nous, mais comme ceux qui nous ont précédés, vous savez, il y a une France pétiniste, il y a eu la déportation, il y a eu des Algériens jetés dans la Seine. Ça, c'est pas l'avenir, c'est le passé, mais c'est pas un passé très ancien. Donc la France, elle a toujours eu ses faiblesses. Elle a toujours eu des gens en elle qui véhiculaient des doctrines de haine et de mépris. Et donc, nous devons nous battre. Et moi, ce que je souhaite, et je le comprends que c'est pas facile, puis on se dit, ouais, c'est le ministre de l'Éducation nationale, c'est un monsieur déjà d'un certain âge, mais ça, c'est chacun qui doit le prendre en charge. Parce que le pire, c'est de se dire, c'est les autres. On doit tous être des militants, la jeunesse au premier chef, de l'antiracisme, de l'antidiscrimination, peut-être même de l'optimisme, si c'est une incitation à l'action. Vincent Peillon, vous dites ça, mais en même temps, quand on regarde le vote des jeunes, il y a un vote des jeunes massif auprès des idéologies extrêmes en France. Qu'elles soient à droite ou à gauche, on a une surreprésentation des jeunes dans ce vote. Alors c'est parce que quand on est jeune, on est un petit peu plus jusqu'au boutiste, parce qu'on est, mais est-ce que quelque part, c'est pas quand même un signe du fait que, en tout cas, le projet politique, qu'il soit d'ailleurs de droite ou de gauche, qui est proposé aujourd'hui pour la jeunesse, est un projet qui est déconnecté des attentes de la jeunesse? Moi, je crois, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes quand on a décidé de faire de la jeunesse une priorité. D'abord, qu'il y ait une radicalité plus forte chez les jeunes. Vous n'avez qu'à regarder d'ailleurs les dirigeants de journaux, d'instituts ou même politiques. Quand ils étaient jeunes, ils étaient généralement un peu plus radicaux à droite ou à gauche qu'ils ne le sont. Donc ça, c'est tout à fait naturel et tant mieux, ça pousse, ça aiguillonne. Mais le vrai sujet que nous avons dans cette affaire, c'est de faire en sorte que les jeunes trouvent véritablement des débouchés. Pourquoi? Et par rapport au vote extrémiste. Moi, mon grand souci aujourd'hui, lorsque l'OCDE nous dit vous êtes les plus inégalitaires et vous laissez 25% de jeunes, issus des milieux les plus défavorisés, donc vous ne leur donnez pas de chance au départ, vous allez les laisser dans la difficulté. Qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes? 150 000 décrocheurs français. Ils finissent par avoir la haine du système. Ils sont en difficulté en grande section CP-CE1, on les fait redoubler, on a des évaluations sanctions, on les oriente précocement dans des filières qu'ils ne veulent pas. Alors eux, ils votent aux extrêmes, mais ils n'ont pas des extrêmes fraternels. Ils ont raison. On n'a jamais raison. Non, mais ils ont raison On n'a jamais raison de voter pour les doctrines de haine. Jamais raison. Vous savez. Non, mais ils ont raison de se dire que le système éducatif français ne les a pas accompagnés, ou en tout cas ne les a pas suffisamment écoutés pour les accompagner. Mais par contre, je ne serai pas dans la démagogie qui consiste à dire, parce que nous sommes dans la difficulté sociale, il faut considérer que c'est mon voisin qui l'est aussi qui est responsable. Parce que ces doctrines de haine, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent je suis dans la difficulté, mais c'est de la faute à celui-là parce qu'il a telle couleur de peau, à celui-là parce qu'il est au RMI. Ça, c'est pas une solution pour la France. Alors, messieurs, et d'ailleurs, historiquement, quand vous regardez les grands combats des mouvements de progrès, il y avait des gens qui étaient dans la difficulté sociale, ceux qui sont battus pour qu'on ait des retraites, l'assurance maladie. Mais leur réflexe, c'était pas d'accuser le plus faible à côté, c'était de dire on va mener des combats pour arracher ses droits pour tous. Et donc, il n'y a pas d'excuse sociale à voter aux extrêmes, mais c'est un danger qui guette notre jeunesse, et c'est une responsabilité pour nous, parce qu'un pays qui abandonne un quart de sa jeunesse, aujourd'hui, en gros, comme c'est le cas, c'est un pays qui va avoir une crise sociale, une crise économique et une crise civique. Alors, donc, c'est notre responsabilité. Il est temps, Vincent Peillon, de dévoiler les résultats de notre sondage Harris Interactive. Comment les Français perçoivent ce rêve national en question? Est-ce que tout cela a encore du sens? Élément de réponse avec Jean-Daniel Lévy, qui dirige le département opinion de Harris Interactive. Les Français ont plutôt une bonne image d'eux-mêmes. 57% d'entre eux se disent fiers d'être Français. Ce sont surtout les catégories supérieures, les sympathisants de gauche et les jeunes qui font partie de cette majorité. Il y a une forme de fierté d'être français parce que nous sommes le pays des droits de l'homme, parce que nous avons la capacité à pouvoir porter par-delà nos frontières les lumières, une connaissance, une forme de philosophie, un rapport également à la qualité de vie au quotidien, et que dans ce contexte-là, on est assez fiers d'être français. L'attente de collectif a encore aujourd'hui un sens, et a encore aujourd'hui un sens même de la part de la jeunesse, et que ces jeunes ont la volonté de s'intégrer dans la société française. Parmi les éléments de fierté, les Français citent d'abord la gastronomie, puis le patrimoine et les produits français. En France, peut-être plus que dans d'autres pays, que l'important, ça n'est pas forcément la production économique ou la valorisation ajoutée que l'on peut avoir à l'égard d'une production, mais plus ce qui fait la qualité de vie et la forme de fierté d'être français à travers la qualité de l'alimentation, les systèmes de solidarité ou une dimension culturelle dont on aimerait bien que le reste du monde s'inspire. Dernier du classement, l'éducation et la justice. Plus de la moitié des Français n'en sont pas fiers.
Voilà pour ce sondage Harris Interactive. Alors, je vous ai vu sourire, hein, Vincent Payon, à l'évocation de la gastronomie française. Sondage, après tout, mi-figue, mi-raisin, Mathias Léridon. Oui, parce que d'un côté, Vincent Payon, 57% des Français qui sont fiers d'être Français, 61% des 18-29 ans, donc plus de jeunes qui sont fiers d'être Français, et puis 78% des sympathisants de gauche. Donc on aurait tendance à dire que plus on est éduqué, plus on est jeune, plus on est fier d'être français et plus on vote à gauche. Ça, c'est peut-être la partie humaniste de la société française, mais en même temps, quand on regarde les éléments pour lesquels on est fier d'être français à l'extérieur, la gastronomie, la culture, ça fait partie de l'histoire de la France, ça fait partie de l'image de la France, c'est très important. Mais la justice, l'éducation nationale, 30%, 40%. Le pacte républicain, il est quand même sur ça, il est quand même sur l'enseignement, sur la justice des uns par rapport aux autres. Donc comment... Est-ce qu'on n'a pas une espèce de grand écart, une espèce de fracture qui se crée entre des éléments d'image qui certes font partie de la culture et de la société française, mais qui ne sont quand même pas constitutifs de l'ADN du vivre ensemble, du lien collectif qu'il y a entre les Français? Je ressens la même chose que ce que vous dites. Je dois dire, donc il n'y a pas de... Et donc ça montre la tâche qu'on a à accomplir. Pourquoi? Parce que si la France rayonne dans le monde, depuis la Révolution française, c'est que la France porte précisément une idée, c'est la nation qui a porté cette idée d'une nation universelle, donc qui porte des valeurs qui ne sont pas simplement le territoire, la langue, mais qui porte des valeurs et en particulier de droits. On est français pas uniquement parce qu'on appartient à une histoire, les révolutionnaires disaient d'ailleurs l'histoire n'est pas notre code, mais parce qu'on partage des valeurs, et des valeurs qui sont des valeurs universelles comme liberté, égalité, fraternité. Si ces valeurs est dans notre histoire, c'est l'école qui a porté cela, l'école de la République. C'est pour ça que je veux la refonder. Parce que si l'école est en crise, c'est la République qui est en crise. Si l'école est touchée, c'est la République qui est atteinte. Notre histoire est comme ça depuis 2 siècles. La justice aussi, quand vous pensez à ce qu'un quelqu'un comme Jaurès disait, c'est la République, c'est un immense mouvement de justice. Si on ne croit plus dans le droit, si on ne croit plus dans la justice, alors nous sommes atteints. Et donc, j'enregistre, ça ne me surprend pas beaucoup ce que vous dites. Je crois d'ailleurs que les hommes politiques, et là je vais être ouvert, je pense que la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy, elle était sur ce thème. Elle était de dire, il faut refonder la République. Après, il y a les déceptions. Il y a le débat identité nationale et immigration qui va à l'inverse de nos valeurs. Mais nous sommes sur le même travail. Est-ce qu'on réussira? Est-ce qu'on échouera? Il faut y mettre toute notre ardeur. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui, avec la mondialisation, d'arriver à rénover, à moderniser ce pacte républicain, parce qu'il y a un phénomène de comparaison, parce qu'il y a un phénomène de dialogue qui échappe en fait à l'identité nationale. Les réseaux sociaux, on parle avec l'ensemble du monde en permanence. Est-ce que ça vous semble plus dur? Est-ce que ça nécessite en tout cas qu'on le réinvente complètement, ce pacte républicain? C'est ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit tout à l'heure. Je crois qu'il y a une réécriture très profonde, qui en fait nous fera retrouver ce que pensaient les premiers républicains. Je prends un exemple, ce qu'on entend sur l'Europe aujourd'hui. L'Europe, c'est la catastrophe, tous les maux viennent de l'Europe. Mais le projet républicain, c'est un projet cosmopolite. Il porte une idée d'universel. Moi, quand j'avais leur âge, et ça semble fou, c'est pour ça quand vous me dites les choses, quand j'avais leur âge, il y avait Franco en Espagne, il y avait Salazar, c'est-à-dire des totalitarismes au Portugal, il y avait les colonels en Grèce, il y avait le mur de Berlin, avec des peuples totalement opprimés. C'est en l'espace de quoi, 20 ou 30 ans, que la démocratie a progressé. On parlait du salaire minimum européen avec la négociation en Allemagne. Ça n'existait pas, c'était la loi de la jungle. Il est en train de quand même se mettre en place. Donc c'est vrai que ça nous atteint, parce qu'on était les seuls à avoir ce modèle, et en même temps, le fait que des pays entiers sortent de la misère, les pays en voie de développement, ça nous fait peur, faut commercer. Mais ce sont nos valeurs. On ne va pas faire notre prospérité sur la pauvreté du reste du monde. Si l'Afrique se développe à 5% de croissance par an, il ne faut pas pleurer, il faut être à leur côté et essayer d'en profiter, parce que c'est conforme à nos valeurs. Et le discours français, trop décliniste, pessimiste, on a mal partout, mais on se replie sur nous-mêmes, c'est la mort assurée. Je vais vous prendre juste un exemple, qu'ils savent tous parce qu'ils l'ont étudié à l'école. Un être vivant, c'est un être qui a des échanges avec son milieu extérieur. Vous mangez, vous respirez. Quand on ferme, on meurt. C'est la définition même de la mort. C'est pareil pour une nation. Tous ceux qui veulent qu'on s'isole, qu'on fasse des lignes Maginot, le destin qu'ils nous proposent, c'est la mort de la France. La France, elle sera forte quand elle aura des échanges avec tout le monde. Alors Vincent Payon, puisque vous parlez de repli sur soi et de ce qui se passe finalement hors de nos frontières, je me tourne vers Jonathan Langlois. Prenez le micro, Jonathan, et présentez-vous. J'aimerais que vous apportiez votre témoignage. D'abord, votre âge. J'ai 23 ans
Je viens de terminer ma première partie de césure dans un groupe, une agence de communication. Et je pars pendant 8 mois. Vous êtes déjà, pardonnez-moi, je vous coupe, Jonathan, vous êtes déjà dans la vie active. Hein, je suis déjà dans la vie active. Voilà, j'ai travaillé pendant 6 mois pour le groupe Havas. Et quel a été votre parcours en tant qu'étudiant? Vous êtes allé à Marseille. J'ai fait un BTS Commerce International. Et puis j'ai intégré l'École supérieure de commerce de Marseille pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et à la sortie, vous avez à 23 ans intégré... Et donc à 23 ans, j'ai intégré un grand groupe de communication pour travailler pendant 6 mois. Et ensuite, j'ai travaillé en parallèle un projet que je mène avec 5 autres étudiants pour aller promouvoir notre conception du rêve français auprès des terminales et des premières dans tous les lycées français internationaux du réseau de l'AEFE, que vous devez connaître. Un peu. Alors pour vous, Jonathan, il faut, selon vous, exporter cette image de la France. J'ai envie de vous dire pourquoi. Parce que il faut, si les personnes comme moi, comme nous, qui avons beaucoup reçu, ne l'exportons pas, justement comme vous le disiez, si on se referme, d'une certaine manière, on meurt. Après, la vraie question, c'est de savoir... Donc il faut partir à l'étranger, il faut voyager, il faut rencontrer les autres cultures. La question, c'est qu'est-ce qui va nous donner envie de revenir, en fait, en France. Si on peut entreprendre, si on peut créer, si on peut se développer dans notre pays, et aller au bout, justement, de notre rêve personnel, on le fera. Mais si à l'étranger, on a l'impression que l'herbe est d'une certaine manière plus verte ailleurs, et qu'on aura plus d'opportunités dans notre entrepreneuriat à l'étranger, c'est pour ça qu'une grande partie des Français fuient, en fait. Jonathan, un distinguo important, vous dites partir, est-ce que c'est partir ou bien est-ce que c'est un petit peu fuir aussi? Je pense que beaucoup de Français fuient. Moi, pour l'instant, j'ai envie de partir. J'espère pouvoir revenir. Mais il faudra justement qu'on ait ce cadre, qu'on ait ce cadre économique, cette flexibilité de l'emploi, cette envie d'entreprendre, cette possibilité d'être reconnu dans notre créativité pour revenir. Je pense que tous mes amis qui m'entourent veulent partir. On espère vraiment, ça serait une vraie perte pour la France que nous soyons obligés de fuir d'une certaine manière. Vincent Payan, bel exemple d'initiative d'un jeune de 23 ans qui exporte l'image de la France. Oui, parce que moi, je voudrais juste rebondir sur ce que dit Jean-François, ce qu'a dit ce jeune, c'est qu'il y a une énergie française qui est toujours intacte, Vincent Payan. Elle est intacte dans toutes les générations qui ont 20 ans, les unes après les autres. Et il y a quand même une question fondamentale qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, cette énergie française, on a un peu l'impression que c'est plus compliqué de le faire en France. Que quelque part, la France est moins friendly, elle est moins amicale pour la génération française qui arrive et qui a 20 ans. Vous n'avez pas l'impression que c'est une réalité, ça? Mais c'est une réalité, elle est mesurée. C'est pour ça que je disais, c'est vrai. Et donc c'est pour nous un challenge considérable, qu'il a pris d'ailleurs dans un état d'esprit qui est merveilleux. Il faut d'ailleurs pas avoir peur, parce qu'il y a une distinction à faire, c'est ce qu'a fait Jean-François Aquili, entre ceux qui disent, c'est la première partie de votre intervention, je vais à l'extérieur, et c'est aussi une part du rayonnement de la France. Par exemple, notre système scolaire est extrêmement demandé à l'extérieur, la francophonie se porte bien, et ce matin, ce que je faisais avec Schneider, hier avec Réseau de France, c'est précisément exporter même nos professeurs pour que des pays, c'est l'Algérie, c'est le Pérou, puissent bénéficier des mêmes formations professionnelles qu'on a ici. Après, il faut faire en sorte effectivement que quand vous reveniez, vous trouviez à vous insérer et vous épanouir. Merci à vous, Mathias Léridon. Nous allons quitter le domaine du rêve pur, si je puis dire, et nous allons pratiquer un retour dans le réel avec Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne. Voilà, Laurent Bigorne qui s'installe, bienvenue à vous. C'est la deuxième partie de Place aux Idées. Je vous rappelle votre magazine sur LCP consacré au rêve français avec notre invité Vincent Payan, le ministre de l'Éducation nationale. Y a-t-il des raisons pour les jeunes d'espérer aujourd'hui? Nous allons entrer dans le dur, Laurent Bigorne. Mais tout d'abord, je vous propose ce reportage, on va dire consacré peu ou prou à l'échec scolaire avec Chloé Baïse. Le système scolaire français serait-il dans l'impasse? Dans le dernier classement PISA, la France n'est que 25e sur 65. Cette enquête évalue tous les 3 ans les performances éducatives des élèves âgés de 15 ans dans les pays de l'OCDE. La France a un score moyen et en très nette baisse par rapport à il y a 10 ans. Toujours selon PISA, le problème français, c'est bien l'inégalité de son système éducatif. Ses étudiants sont nombreux à le ressentir. L'école française est pas forcément très égalitaire. Tout le monde n'a pas accès au diplôme et donc tout le monde n'a pas la même insertion professionnelle par la suite. Donc ça qui est un petit peu dommage dans le système français. L'école peut indiquer et
donner des exemples ou des opportunités, mais c'est surtout, je pense que c'est vraiment le réseau qui joue énormément et savoir saisir les opportunités au moment venu. Mais alors, quelle solution pour diminuer l'échec scolaire? Peut-être copier les pays qui font mieux. Avoir une approche un peu différente de l'école, que ce soit peut-être plus ludique, moins scolaire, français, quoi, franco-français. Par exemple, je pense qu'il y a dans les pays du Nord, je crois qu'il y a beaucoup moins de devoirs, à la maison, mais qu'en classe on débat plus, il y a plus de dialogue, c'est moins le professeur face à ses élèves. Parfois j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de suivi de la part des enseignants, que ce serait bien de privilégier des plages en dehors des cours pour pouvoir aider les élèves. Par exemple dans des matières un peu plus techniques, style les mathématiques, où souvent les élèves ont plus de difficultés dès le départ. Comme le révèle également l'enquête PISA, les élèves français sont en effet de moins en moins performants en maths. La France a perdu 16 points depuis 2003. L'éducation est pourtant le deuxième budget de l'État français. J'irais un peu contre le pessimisme ambiant qui a toujours dénigré la scolarité française. Moi je pense qu'on a un niveau scolaire qui nous permet après sur le marché du travail de valoir quelque chose, même par rapport aux autres pays européens. Donc je ne me fais pas trop de soucis et je crois en l'avenir. Ouais. L'avenir, pas le même pour tous. 150 000 jeunes quittent chaque année prématurément le système scolaire, sans qualification ni diplôme. Oui, ça fait réfléchir, cette étonnante enquête PISA. Alors, il est très mauvais en maths, mais il pose de bonnes questions. Laurent Bigorgne, reparlons de l'échec scolaire avec vous. Je ne sais pas d'où Jean-François tire que je suis très mauvais en maths, mais je vais le prendre pour dit. Vincent Payon, bonsoir. On a déjà beaucoup parlé de PISA ce soir. On a dit que l'école française était, au fond, pas assez performante, inégalitaire. Le mal a l'air profond, puisqu'on voit à la fois que les élites françaises, sur les rythmes scolaires, un peu traînent des pieds. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Qu'il y a des réflexes corporatistes qui jouent, c'est-à-dire qu'on veut bouger un peu les classes préparatoires aux grandes écoles et rééquilibrer le système. On a l'impression qu'on touche à la République. Est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas un peu le ministre qui dérange? Et corollaire de cela, est-ce qu'au fond, il est aujourd'hui possible d'équilibrer à la fois l'ambition pour la réussite des élèves et puis, allez, je vais être méchant, le confort des enseignants? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez envie de percuter un peu ce confort des enseignants pour rendre le système plus performant? Est-ce qu'on concilie les deux principes? En fait, je pense, et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le confort de tout le monde. Parce qu'il ne faudrait pas dire que c'est les enseignants qui sont responsables, c'est pas eux qui avaient supprimé 80. Voilà, je sais bien, donc c'est pour ça que je le précise. C'est toute la nation qui doit prendre conscience de ce que nous faisons. D'une certaine façon, ce que le jeune homme disait là dans le reportage n'est pas faux. Notre école, elle n'est pas mauvaise pour 75-80% des jeunes, et on voit qu'il y a une corrélation étroite entre les diplômes et l'insertion professionnelle. Mais elle laisse de côté, et là on est les derniers de tous les pays de l'OCDE, une frange de plus en plus importante de jeunes. Et cela, alors, c'est nos futurs. C'est-à-dire que non seulement l'école leur fait du mal, ils échouent à l'école, mais en même temps derrière, c'est la cascade. C'est pas d'insertion professionnelle, pas de métier, problème de santé, problème affectif. Quand vous regardez quand même l'ensemble des parcours, donc nous sommes une machine à faire du mal à un certain nombre de gens. Ça veut dire, et là je vous rejoins, ça veut dire qu'il faut qu'on change le logiciel qu'on a dans la tête. Et ça concerne aussi les enseignants. Pourquoi une école de la défiance, une société de la défiance? Il le disait par rapport à la France, il y a de la défiance à l'égard des jeunes quand ils viennent dans l'entreprise. Nous avons besoin d'une société de la confiance. Notre école, elle est aussi défiante. On le voit dans les notations, on le voit dans les redoublements, on le voit dans la façon de s'exprimer avec les élèves. Je veux changer ça. Il faut des années pour changer ça. Il faut sans doute des années, mais il faut en tout cas commencer à le faire. Parce qu'à un moment, il y a trop de dégâts. Donc nous y sommes. Il faut, en même temps, et c'est quelque chose pour moi d'essentiel, on regardait dans une autre émission un petit sujet sur l'Allemagne, on disait l'Allemagne réussit. Et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait des jeunes, des élèves, qui travaillaient ensemble, en coopération, pas en compétitivité permanente comme on fait ici. Travailler ensemble. Et qui travaille ensemble? Les moins bons avec les meilleurs. En France, on pense, mon fils est bon, ma fille est bonne, il faut que je mette dans une classe de bons. On va faire le tri en permanence entre les bons et les mauvais. C'est en se réunissant qu'on progresse tous. Ça, c'est des forteresses dans la tête des gens qu'il faut faire tomber. Et puis le travail par projet. Ça n'est plus possible, d'ailleurs les entreprises me le disaient ces derniers jours. Eux, ils ont besoin de gens qui construisent des projets, qui ont de l'initiative, qui travaillent en coopération. Et l'autre école, chacun fait son petit travail dans son coin. Donc il faut qu'on change nos pédagogies. Donc une école de la confiance, j'ai bien compris. Alors en préparant l'émission, j'ai repris des déclarations d'hommes politiques que vous connaissez bien et je les ai superposées. Je trouve Nicolas Sarkozy qui en 2007 dit « je diviserai la grande difficulté par 3 ». Et je trouve François Hollande qui dit « je diviserai la grande difficulté par 3 ».
Alors la grande difficulté, on sait ce que c'est. C'est au fond 25% des élèves ou 20% des élèves qui rentrent en 6e ne maîtrisent pas les fondamentaux. C'est quoi votre boussole, votre indicateur? Vous avez allez, je vais employer un mot un peu savant, des métriques. Vous avez des indicateurs même chiffrés. Vous dites voilà, je suis en train de réussir ma mission parce que je vais diviser la grande difficulté par X, Y ou Z. Oui. Et je suis prudent. Je ne dis pas par 3 parce que je sais que c'est d'ailleurs, nous, une on tâche avait dit herculéenne. par 2. 150 000, c'est le chiffre qu'ils ont donné. Il faudrait qu'à la fin, on arrive à 75 000. À la fin de Bon. À la fin du quinquennat. À la fin du quinquennat. Ouais. Mais cette première année, j'avais fixé 20 000 et nous avons dépassé l'objectif. Je l'annoncerai début janvier. C'est la mobilisation de tas de gens. Ils existent en France, heureusement, je vous rassure, sur le terrain. Ils n'ont pas demandé d'argent en plus. Ils n'ont pas demandé. Ils se sont battus pour insérer dans les quartiers de Marseille, parce qu'il y a toujours les mêmes milieux sociaux. Donc, on a un résultat. Quand on se relève les manches, on peut le faire. Et donc, on a cet indicateur. Le deuxième que j'ai mis dans la loi de refondation de l'école et auquel je tiens, et la France ne veut pas en parler, c'est la limitation des inégalités. Pour un ministre de l'Éducation nationale, quand je m'en irai, je veux voir si dans les quartiers j'ai plus de réussite, si en fonction des origines sociales on a changé les trajectoires, ce sera un indicateur du redressement pour nous considérable. Et donc nous avons aussi cet indicateur. Nous avons à évaluer nos actions, même pour les corriger quand elles ne marchent pas. Et donc ces indicateurs existent. Alors Vincent Payon, les parcours scolaires peuvent parfois tourner au chemin de croix. Nous allons entendre ce témoignage à l'instant. Je me tourne vers vous, Benoît Magne, prenez le micro. Alors j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu quel aura été, votre vécu scolaire. Vous habitez Paris, présentez-vous. Bonsoir, Benoît Magne, 28 ans. 28 ans, vous savez, vous êtes encore jeune, c'est jusqu'à 29. Hein. Ouais. Mais j'ai fini mes études il y a simplement 1 an et demi, parce que justement, on va en parler, mais j'ai eu des petits hauts et des bas. Approchez le micro, qu'on vous entende bien. Donc j'ai vécu un échec scolaire au collège, qui fut cuisant, mais en même temps assez classique, je pense, par rapport aux autres exemples que j'ai en tête d'amis. Un exemple, un échec qui est celui de quelqu'un qui est au début simplement un jeune un peu rêveur, qui du coup se retrouve plutôt dans le dernier rang de la classe, petit à petit qui comprend plus l'intérêt en fait de ce que peut apporter le collège. Vous êtes allé jusqu'à quelle classe? Jusqu'en 4e, 3e, j'ai arrêté en fait début de 3e. Petit à petit, du coup, on décroche. On nous explique qu'on n'est pas du coup fait pour ça, qu'on doit trouver un métier. Alors, en même temps, on nous dit, vous devez choisir un métier, donc partir dans un CAP. De l'autre, on nous a expliqué 4 ans avant ou 3 ans avant qu'on était quelqu'un d'incompétent finalement, quelqu'un d'un cancre. Donc c'est difficile de se projeter à la fois dans la société, dans un métier et en même temps, alors qu'on s'estime nul quelque part. Et donc là j'ai commencé un CAP dans le bâtiment pendant 1 an. Finalement j'ai arrêté avant qu'il se termine parce que cet échec finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, il est pesant je pense et il nous poursuit par la suite. Et jusqu'à 19 ans, j'ai fait, comme je pense beaucoup de personnes dans cette situation-là, qui ne se voient pas dans la société, qui se sentent pas avec un avenir à construire, enchaîner des petits boulots, donc livreur de pizza, monter des parfums dans la chaîne de production. Vous avez fait ce que vous avez pu. Manœuvre dans le bâtiment, en alternant, parce que quand on est dans cette situation-là, on travaille juste le nombre de mois qu'il faut pour commencer à avoir du chômage, et puis on se met au chômage, puis jusqu'à la fin de nos droits, et puis ainsi de suite. Voilà. Donc puis il y a eu une mission de réinsertion, c'est ça, Benoît? Alors ensuite, j'ai croisé l'Association nationale des groupements de créateurs, qui est une association qui favorise finalement les personnes qui ont, quel que soit le parcours, la notion de projet. En fait, vous parliez de projet, là c'est sur la création d'entreprise. Et cette association donc, m'a proposé une formation de 6 mois à la création d'entreprise. Et elle m'a apporté finalement ce que le collège aurait dû m'apporter. C'est-à-dire, elle m'a apporté de la confiance en moi. Elle m'a pas dit ce que je devais être dans quelques années sur le marché de l'emploi, mais elle m'a dit que quoi que je devienne, c'est moi qui maîtrisais mon avenir, c'est moi qui pouvais le construire. Et en 6 mois, elle m'a donné suffisamment d'essence pour reprendre des études supérieures, donc avec validation des acquis de l'expérience, de la première année de l'université jusqu'à la 5e, un Master 2. Et aujourd'hui, vous êtes dans la vie active. Je suis dans la vie active, en CDI, avec un salaire confortable, avec une mission intéressante et
un sentiment d'être Merci. utile à la société. Merci pour ce témoignage très complet et très précis, Benoît. Vincent Payon, l'école n'a pas toutes les réponses, au fond, à des parcours souvent, parfois, pardon pour le mot, mais chaotiques, mais qui, heureusement, finissent bien et pas forcément à l'école. Hein. Mais elle devrait les avoir. Parce qu'en réalité, c'était pas chaotique. Il l'a dit, c'était avec sa gentillesse, mais c'était brutal. C'est que l'école provoque de l'échec. Il n'est pas en échec substantiellement. C'est que dès que quelqu'un est un peu différent, n'a pas le même rythme, a besoin d'un peu plus de temps, peut avoir une période qui n'est peut-être pas faite pour les apprentissages abstraits. Trop de normes. Trop normé, trop standardisé. Bien sûr, n'accompagne pas individuellement et ne crée pas cette confiance, on le voit dans les études. Les élèves français sont ceux qui ont le moins confiance en eux-mêmes, au point même de ne pas finir les examens, parce qu'ils se disent « je ne vais pas y arriver ». Donc on est dans cette culture de l'échec, de la défiance à l'égard de soi-même. Ce que nous devons faire, c'est inverser cela, et donner les moyens pour le collège, pour l'école avant, et puis à tout moment de changer. Quand je fais les campus d'excellence pour les formations professionnelles, vous disiez un CAP, oh c'est vu de façon négative, tu vas faire un CAP. Mais on peut avoir à un moment, parce qu'on a envie, besoin de faire un CAP, mais il ne faut pas que ça interdise de devenir ingénieur derrière. Ce n'est pas une voie sans issue. Or la mentalité française, c'est toujours de vouloir séparer, faire des voies sans issue, insister sur des échecs. Et donc l'enjeu majeur pour nous, c'est précisément d'éviter cette production de l'échec. On en est les responsables. Ce n'est pas un échec par nature. Mais Vincent Payon, quand j'ai écouté, en préparant l'émission, le témoignage de Benoît, moi j'ai tout de suite pensé à l'ouvrage que vous connaissez bien de Jean Keppen, qui s'appelle Banlieue de la République, sur Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Je le dis pour ceux qui nous écoutent, qui est une belle monographie, où, au fond, Jean Keppen expliquait avec son équipe de chercheurs que l'institution vis-à-vis de laquelle il y a le plus de conflits, d'antagonisme, même d'esprit de revanche dans ces deux villes, c'est l'école. Et qu'à l'intérieur de l'école, c'est au fond ceux qui sont en charge d'orienter professionnellement les élèves, en tout cas de les aider à construire cette orientation. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que je comprends bien tout ce que vous dites sur l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour changer ça dans le système? D'abord, on change totalement la façon dont on va faire cours au collège. Je viens d'accorder des heures en plus aux professeurs pour qu'ils puissent travailler par petits groupes, travailler par projet, travailler en interdisciplinaire. Ensuite, on change les programmes. Car en fait, ce que PISA a dit, mais que personne n'a vu, comme d'habitude, c'est que si on nous dégoûte des mathématiques, etc., c'est parce qu'on est le pays qui va faire des mathématiques totalement abstraites au lieu de pratiquer des méthodes inductives, c'est-à-dire où ça a quand même un lien avec le concret. Il y a aussi des raisons pour lesquelles les gens sont dégoûtés. Ensuite, c'est ce que je fais actuellement, c'est une orientation choisie. Nous expérimentons dans 8 régions. Jusque-là, c'est les professeurs qui décident. Je veux faire ça, mais le conseil de classe décide. Là, on donne le dernier mot aux élèves et aux parents. Moi, je veux faire ça, et donc j'y vais. On me laisse ma chance. Ensuite, il faut arrêter avec la notation sanction. C'est des blessures terribles. Le 3, le 6, sans commentaire. Il faut aussi arrêter avec les redoublements. L'OCDE vient le dire. On fait 35% de redoublements. Ça sert strictement à rien. Et enfin, il faut permettre toutes les passerelles. Je vais vous donner une anecdote. Moi, j'ai fait comme vous. Je suis ministre de l'Éducation. À un moment, j'ai arrêté mes études. J'en pouvais plus. J'ai un homme. Tout le monde était paniqué autour de moi. J'ai un homme, professeur au Collège de France, très grand résistant, qui est le seul qui m'a dit « mais il n'y a pas de problème ». C'était comme ça se faisait dans l'Antiquité, ça se faisait. Tu as envie de voyager, tu as une difficulté à un moment, ça n'est pas grave. Parce que l'important, c'est cette confiance, c'est cette identité qu'on doit créer. Et cet état d'esprit, on doit l'avoir à l'égard de chacun. Et dans le fond, quand je vous ai entendu avec un témoignage fort, que vous dites, mais une personnalité qui a l'air... Cette expérience que vous avez eue, essayez de la garder pour les autres. Parce qu'on a besoin de Français, vous en êtes un, vous êtes un adulte, vous avez 28 ans, qui puissent dire aux autres, mais à un moment, tu trébuches, à un moment, tu as des difficultés, ça ne te juge pas toi. C'est pas toi qui est en question. C'est que tu as besoin d'un autre intérêt, d'un autre accompagnement, peut-être d'une pause à un moment de ta vie. Et quand on regarde les jeunes, 4 enfants, pas beaucoup, j'ai d'ailleurs une fille qui vit à l'étranger, eh bien, ils ont tous, et chacun d'entre nous, à un moment de la vie, peut-être besoin à un moment de faire pédale douce, d'avoir une autre expérience, de s'ouvrir sur autre chose, de livrer des pizzas, c'est pas inintéressant. Moi, j'ai été employé au wagon-lit, c'est là que j'ai le plus appris quand j'ai arrêté mes études. Bon. Donc, c'est une vision plus riche qu'on doit avoir. Le fait que vous êtes docteur et philosophe au demeurant, et je m'intéresse au ministre philosophe un instant, et on va parler de Sisyphe, si vous voulez bien 30 secondes. Est-ce que quand on voit l'ampleur des problèmes à régler, tous ces calages, tous ces enjeux qui sont si importants dans le système, le témoignage de Benoît est évocateur, mais je suis persuadé qu'on pourrait interroger les 40 jeunes ce soir, il y aurait 40 témoignages importants. Est-ce qu'au fond, on ne ressent pas de la colère et de l'énervement quand en plus,
il faut aller expliquer à des profs de classe préparatoire dont les mieux rémunérés gagnent jusqu'à 100 000 euros, donc parmi les fonctionnaires les mieux payés de la République, qu'il faudrait savoir remettre un peu d'équité dans le système, un peu de justice, un peu de justesse, et au fond savoir aussi à un moment où les moyens publics sont contraints, faire un effort vers justement les zones et les élèves les moins favorisés de la République. Moi j'ai à respecter tout le monde, mais très clairement je vous réponds, le problème français n'est pas celui de ces élites, pour lesquelles d'ailleurs nous mettons davantage de moyens, ce qui est quand même curieux. C'est ces 25% d'élèves qui sont en difficulté, dans lesquels même la Cour des comptes, ou l'OCDE, ce n'est pas des organismes gauchistes, disent la France c'est un scandale. Elle ne donne pas les mêmes chances aux enfants des zones d'éducation prioritaire qu'aux enfants... Dans le secondaire, passer dans le primaire, hein, c'est au fond de profil de financement. Et dans certains grands lycées, y compris par rapport à l'université, les classes préparatoires, que les jeunes qui ont vraiment besoin de l'école. Parce qu'ils n'ont que l'école. Ils n'auront pas les cours particuliers. Ils n'auront pas à la maison tout. Et nous continuons de faire l'inverse. On apprend mardi que la France est donc la dernière. Et puis, jeudi, les grandes manifestations, c'est pour les quelques milliers d'élèves pour qui, on va dire, ça va mieux. Alors, je n'ai rien contre eux, je veux qu'ils réussissent, j'admire leurs professeurs, mais je pense que la France, collectivement, doit quand même se saisir des vrais problèmes. Et le vrai problème, ils l'ont dit tout à l'heure, hein, ce qui est devenu insupportable, c'est que ça, c'est vrai pour tout le monde, jeune ou vieux. La France, elle subit des inégalités inacceptables. Et ces inégalités, elles pénalisent même notre efficacité économique. Sur la question du travail que vous avez soulevée tout à l'heure, moi ce qui m'a frappé, y compris par rapport au diplôme, les jeunes qui vont à l'étranger viennent et me disent, mais là-bas, quand on a un talent, on va monter un festival on a fait quelque chose. Quand vous venez pour demander un rendez-vous, on ne vous demande pas quel diplôme vous avez, on vous demande qu'est-ce que tu as fait. En France, ça continue. C'est-à-dire que vous venez, on ne vous demande même pas tout ce que vous avez fait, on vous dit, mais tu sors de quelle école? Ça, c'est épouvantable. Alors Vincent Payon, on a bien vu à travers des trois premiers témoignages, Anaël qui travaille pendant ses études, Jonathan qui est déjà dans la vie active et Benoît qui a su si bien rebondir. J'aimerais qu'on s'arrête une minute sur ces jeunes qui sont confrontés aux difficultés d'entrer, de se lancer dans la vie active. Voici ce qu'en dit dans le détail notre enquête en Harris Interactive avec Jean-Daniel Lévy. Premier constat, les Français sont très largement pessimistes quant à l'avenir des jeunes. Seulement un quart d'entre eux pensent que les moins de 30 ans vont pouvoir bénéficier de droits sociaux, trouver un logement ou obtenir un crédit auprès des banques. Pourquoi ce manque de confiance en l'avenir des jeunes? Explication avec Jean-Daniel Lévy, directeur du département opinion d'Harris Interactive. On est aujourd'hui face à des Français qui, d'une manière globale, sont inquiets à l'égard de l'avenir. Et lorsqu'ils expriment cette forme d'inquiétude à l'égard de l'avenir, ils considèrent que leurs enfants, ou en tout cas que la jeunesse, rencontrera un certain nombre de difficultés. Les Français sont notamment très pessimistes en ce qui concerne l'accès à l'emploi. Là encore, la crise a changé les perceptions. La perception selon laquelle l'emploi que l'on trouve n'est pas forcément un emploi qui apparaît comme étant sûr, stable, en CDI, et que la précarité qui touche les jeunes d'une manière générale ne va pas être amenée à toucher uniquement les catégories populaires, mais également ceux qui peuvent être diplômés et qui ne vont pas immédiatement pouvoir trouver une activité professionnelle complètement stable ou avec un niveau de revenu qui est en cohérence avec le niveau d'études ou le niveau de diplôme qui a été réalisé. Dernier élément, 84% des Français pensent que les jeunes vivront moins bien que leurs parents. Voilà, je vous résume cette formule de Harris Interactive, les Français qui se déclarent, je vois les chiffres, c'est ce que disait à l'instant Jean-Daniel Lévy, largement pessimistes quant à la capacité des jeunes âgés de moins de 30 ans, Vincent Payon, à franchir les différentes étapes de la prise d'autonomie. Ce n'est pas très rassurant, cher. Oui, on a un peu le sentiment en écoutant ce portrait de la France, parce que c'est ça dont on parle, d'avoir une société où au fond, aujourd'hui, les jeunes sont un peu offerts en pâture, et pardon de filer les métaphores gréco-latines, mais c'est un peu Chronos qui mange ses enfants. Une société donc où les vieux mangent les jeunes, ou en tout cas les vieux laissent peu la place. On avait entendu le président de la République, candidat, nous dire qu'il donnerait la priorité à la jeunesse. Et là aussi, en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'une des premières mesures du gouvernement, ça a été de traiter la question des retraites. Or, le système français, on a beaucoup parlé de comparaison internationale ce soir, c'est déjà 15 points de la richesse nationale dédiés aux pensions, c'est-à-dire quasiment le maximum mondial. Est-ce que le changement, c'est pas aussi maintenant pour ça? Est-ce qu'il n'est pas temps de rééquilibrer les politiques publiques pour traiter le chômage des jeunes, pour traiter leur insertion professionnelle, plutôt que de nous parler de la retraite, sachant que par ailleurs, ce n'est pas une mesure qui, en termes générationnels, est très équitable, parce que la retraite à son temps pour une population qui va vieillir beaucoup, objectivement, c'est un horizon qui s'éloigne. Donc pardon de la question un peu provocatrice, un peu abrasive, mais est-ce que le changement pour ça aussi, c'est maintenant?
Oui, le changement, c'est maintenant. Les premières mesures, j'ai fait le premier collectif budgétaire, c'était quand même des mesures qui allaient vers les jeunes, vers les familles. C'est d'ailleurs les premiers résultats qu'on a, on peut les trouver insuffisants, c'est sur le chômage des jeunes, avant même le chômage des seniors. C'est absolument essentiel. C'est l'augmentation des bourses pour les étudiants. Ils sont dans une situation de grande précarité. C'est pour moi les emplois d'avenir professeurs. Ça veut dire un étudiant en 2e année, quand il est boursier, nous lui donnons de l'argent pour qu'il puisse devenir professeur, etc., etc. Donc c'est un certain nombre de mesures. Mais par rapport à ce qu'on a entendu, et là il l'a dit tout à l'heure dans le reportage, il ne faudrait pas que le pessimisme soit ce qu'on appelle un argument paresseux. C'est-à-dire que les parents disent « Ah bah pour les jeunes, ça va être beaucoup plus dur que pour nous ». Et puis, d'une certaine façon, on ne peut rien y faire, fatalisme. Parce que si le pessimisme, c'est ça, vraiment, je suis contre. Et il y a un petit goût français comme ça, à dire « Ah bah ça ne va pas, ça va être dur pour les jeunes ». Mais quand on veut faire des réformes pour les jeunes, il n'y a plus personne. Donc les mêmes qui disent « ça va être dur », ils ne font pas les choix ou les arbitrages pour que ça le soit moins. Et donc moi, au-delà de l'alternative, optimisme, le type Kébéa, pessimisme, je courbe, etc., je pense que ce ne sont pas des alternatives d'action. Ce qu'il faut, c'est agir et mobiliser toute la société autour des jeunes. Et pour le faire, je vous le dis, c'est les jeunes qui me l'ont expliqué. Je me souviens à Strasbourg, ils m'ont dit, venez pas nous dire des mesures spéciales pour la dentisterie, pour les jeunes, pour les lunettes, du catégoriel, du petit. Nous, justement, on a plus d'ambition que ça. Mais les mesures pour la jeunesse, il faut faire comprendre à tous les Français que c'est des mesures pour tout le pays. Alors justement, on va s'y arrêter un instant. On sait aujourd'hui la caractéristique d'un pays où les retraités ont un niveau de vie au moins égal, voire supérieur à celui des actifs. Donc c'est assez terrible, hein, parce que ça veut dire au final que l'incitation à entrer dans la vie active sur le marché du travail est quand même à la fin du jour un peu réduite. Je prends une mesure très concrète. Aujourd'hui, mes parents, que j'adore, qui sont retraités, payent moins de CSG que moi. Est-ce que ça, c'est pas inéquitable, compte tenu du fait qu'en tendance, les retraités ont un niveau de vie qui est au moins égal, voire supérieur à celui des actifs? Est-ce que c'est pas un levier pour agir à un moment ou à un autre? Bien sûr, faire des économies en dépenses publiques, mais si on va chercher des recettes fiscales, si on va chercher des moyens nouveaux, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il ne faut pas, plutôt que d'inventer des impôts qui risquent de peser sur la compétitivité ou sur l'emploi, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement avoir le courage de dire à certaines populations, ok d'accord, vous votez plus, mais en même temps, effectivement, on a besoin de plus de solidarité intergénérationnelle aujourd'hui? Si, bien entendu. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire avec la difficulté des redistributions. Vous avez évoqué les classes préparatoires. On a eu le débat sur les retraites. On a eu aussi le débat sur les familles. Et chaque fois, entre la belle idée et la capacité du pays à mener cette réforme, on voit qu'il y a un écart parfois chez les mêmes. C'est pour ça que je dénonçais conservatisme des élites françaises, là ou... Je pense qu'on a une crise de l'esprit public depuis longtemps. Et je le vois par exemple quand j'ai voulu redonner aux enfants, vous l'avez évoqué, une matinée de classe que tous les adultes avaient, que tous les pays du monde ont et qui permet de mieux lire, écrire, compter. Ça a été le déchaînement d'un certain nombre d'égoïsmes, on va dire, ou d'intérêts particuliers. Très bien relayé. Donc on est très fort pour se plaindre. Mais les mêmes qui se sont plaints, qui disent qu'il faut faire quelque chose, d'ailleurs, on est les rois du rapport. On fait faire des rapports sur tous les sujets à des gens très compétents qui nous disent ce qu'il faut faire, revenir à 4 jours et demi, faire ça sur les classes. Et puis quand on le fait, c'est le déchaînement des mêmes. C'est un formidable paradoxe. Et donc moi j'ai quand même envie de leur délivrer un message de... Il faut surmonter tout ça, il faut être au-delà. C'est un peu d'ailleurs ce que je retiens beaucoup de leurs témoignages, parce qu'il faut de la générosité, il ne faut pas toujours s'indexer sur les plus médiocres. Il y a quand même des ressources, on voit la qualité de leurs interventions. J'évoquais les gens qui sont battus pour faire que les décrocheurs... Il y a aussi en France des gens généreux, des gens actifs. Émission antidécliniste voilà. Ce soir, je pense que les auditeurs le comprennent. Voilà, mais on a un challenge collectif considérable. Et ce challenge, moi je continue de le dire comme dans la campagne. Je souhaite d'ailleurs que le gouvernement redise plus que l'ensemble de son action, c'est une action dont la priorité est la jeunesse. Parce que ça, les Français l'avaient quand même entendu dans la présidentielle. Ça avait du sens pour tout le monde, pas seulement pour les jeunes. Pour les plus âgés, on l'a un peu perdu de vue dans de la compétitivité, du fiscalisme, du rhum, etc. L'axe majeur de la France, pour les 10 ans qui viennent, ça doit être capable de se redresser, de se redonner un avenir et donc des perspectives à sa jeunesse. Et j'ai envie de dire, juste, vous me permettez, je suis trop long, à toutes ces jeunesses. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit ce soir, c'est qu'il y a des jeunesses pour qui ça va très bien, et puis il y a des jeunesses pour qui ça va très mal. Et les jeunes m'avaient dit, quand j'avais commencé à travailler sur ces questions, faites attention parce que nous savons, les jeunes, qu'entre nous, il y a beaucoup de différences. Et donc, c'est pour toutes les jeunesses. Alors Vincent Payon, il y a 40 pères Dieu qui nous regardent autour de nous ici, et j'ai envie de rebondir sur votre propos en posant la question, est-ce que, au fond, on a la sensation aujourd'hui, est-ce que les jeunes ont la sensation de grandir dans une réserve de vieux, pardon pour le côté un peu trivial de cette question, et je me tourne vers vous, Delphine Fleury, prenez le micro, présentez-vous.
Oui, donc Delphine Fleury, formatrice en insertion depuis récemment. Donc vous êtes formatrice, ça c'est ça, pardonnez-moi, ouais. Je suis un peu éloigné. Oui, formatrice en insertion. Vous avez quel âge? 26 ans. 26 ans. Donc c'est récent, j'ai obtenu mon titre en mai dernier. Et du coup, effectivement, je suis face à des jeunes ou des moins jeunes, face à des difficultés d'insertion professionnelle. Donc vous, concrètement, vous accompagnez les jeunes à entrer dans la vie active. Exactement. Et cette sensation, sommes-nous dans une société qui privilégie au fond les plus âgés? Alors, j'ai pas forcément cette impression directement, notamment, quand on a le témoignage de Benoît qui nous parle aussi de tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'associations qui se mobilisent pour favoriser la création d'entreprises des jeunes, d'une part, et d'un autre côté, je vois aussi pas mal de chefs d'entreprise qui veulent faire du social d'une certaine manière et veulent intégrer des jeunes en stage, en emploi, alors peut-être précaire, mais en tout cas essayer de les insérer dans leur entreprise. Pas forcément des anciens, mais plutôt des jeunes. Alors vous vivez à Rennes, c'est ça? Oui. Et vous avez traité de nombreux dossiers, j'imagine. Comment ça se passe? Concrètement, c'est une salle de formation où on a entre 10 et 15 personnes, d'horizons divers. Ça peut être des personnes du Pôle emploi, des personnes qui viennent de missions locales, des personnes qui sont d'origine étrangère. Et ce sont des parcours à chaque fois différents, des parcours chaotiques bien souvent, avec leurs difficultés. Et le but du jeu, c'est qu'ensemble, et en s'entraidant, ils arrivent aussi à trouver des solutions d'insertion. Et Delphine, pour conclure ce témoignage, vous êtes finalement relativement, vous, optimiste. Oui. Complètement, assez optimiste. Après, je suis pas idéaliste, mais je pense qu'il y a des choses qui sont possibles et il faut pas être trop pessimiste, effectivement, tout simplement. Vincent Payon, j'imagine que vous goûtez ce témoignage. Oui, je pense qu'il n'y aurait rien de pire, parce que je le connais, c'est la question d'abord d'opposer, parce que les chômeurs de plus de 50 ans, ils souffrent aussi. Donc moi, je n'ai pas envie d'opposer. Il ne faut pas opposer les deux catégories. On ne s'en sortira pas, c'est la spécialité française, c'est toujours la faute à l'autre. Non, on a un défi collectif, et évidemment autour de la jeunesse, de l'emploi. Après, le pire, et Laurent Bigorne l'a dit d'ailleurs, parce que je pense que c'est derrière votre idée, et c'est les témoignages, c'est que si c'est pour se jeter des cendres dessus et ne rien faire derrière, et faire, c'est notre grande spécialité depuis un moment, de la déploration, on s'aime pas, on n'est pas bon, etc., ça sert à rien. Si c'est dire, on a des problèmes, on relève les manches, on peut le faire parce qu'on a quand même des valeurs, alors là, ça vaut vraiment le coup de prendre conscience des réalités, elles sont quand même difficiles pour beaucoup, mais de se dire, ça, on peut le faire. Et pour le faire, on a besoin de notre jeunesse. Alors, ils peuvent aller voyager, ils peuvent faire des échanges, mais revenez quand même à un moment. Alors, je reviens, Vincent Payon. Effectivement, si on regarde à l'échelle macro, on a en gros 2 millions de jeunes aujourd'hui, avant 30 ans, qui ne sont ni en emploi, vous savez, ni en formation, et plus à l'école ou à l'université. Donc c'est un stock assez considérable. Est-ce qu'au fond, vous vous sentez interpellé par cette masse, pas vous en tant qu'individu, mais vous en tant qu'étant à la tête d'une des institutions les plus importantes du pays en matière de formation, avec deux options. Est-ce que premièrement, le lien entreprise-école aujourd'hui, je sais que vous l'avez à cœur, je sais que vous avez installé un conseil, mais est-ce qu'on va assez loin pour rapprocher les deux univers? Parce qu'on voit bien en écoutant Delphine qu'on a besoin de clips, on a besoin à un moment ou à un autre de faire un effort. Et puis, est-ce qu'on en fait assez pour les moins qualifiés? Je pense notamment à l'apprentissage. Un des paradoxes de ces derniers mois, c'est qu'on voit effectivement que les emplois aidés augmentent. Ce n'est pas d'ailleurs l'apanage de ce gouvernement, d'autres l'ont fait avant vous, mais on voit qu'effectivement le poids des emplois d'avenir fait qu'on augmente les emplois aidés, et puis on voit l'apprentissage des moins qualifiés qui diminue. Vous ne vous sentez pas interpellé par ces phénomènes, ou comment vous allez les traiter? Si, bien entendu. Sur les 2 millions, il y a d'abord des difficultés qui sont majeures, qui sont déjà constituées, y compris pour ces personnes. D'ailleurs, quand on dit on va aller chercher les décrocheurs, il faut le faire. Les 20 000 dont je parlais tout à l'heure, mais il faut déjà tarir aussi en même temps la source, parce qu'eux, ils sont déjà en difficulté. Mais il faut fermer le robinet. Donc il faut agir sur les deux. Il ne faut pas se dire uniquement on va faire derrière, on va cautériser les plaies. Il faut en même temps arrêter d'en produire 150 000 chaque année. Maintenant, le divorce idéologique entre l'État et l'entreprise, il faut arrêter. C'est une catastrophe. Et moi, je considère, personne ne nie que j'ai quelques valeurs républicaines, l'école, elle doit former des citoyens, des individus libres, mais elle doit vraiment faire l'insertion professionnelle. Et de ce point de vue... C'est une mission de l'école. Ça a été reconnu en 2007 comme une mission de l'université, mais vous dites c'est une mission de l'école aujourd'hui. C'est une mission fondamentale de l'école. Et d'ailleurs, vous savez, ce qu'on exporte mieux, nous, école française, je l'ai indiqué tout à l'heure, ce sont nos centres de formation professionnelle qui sont en plus excellents.
Bon. Et là, je veux vraiment qu'avec les entreprises, car vous l'avez dit, il y a quand même des gens, c'est pas assez encore, hein, je le vois sur les stages, je le vois sur la nature des contrats qu'on propose, il y a des grands discours, il n'y a pas toujours les actions qui vont avec. Mais il faut s'unir, il y a quand même beaucoup de gens de bonne volonté, et dans les entreprises, et changer d'échelle d'une certaine façon. Vous savez, stage de 3e, on ne les trouve pas. Aller dans un lycée professionnel, qu'est-ce que vous disent les profs? On ne trouve pas les stages pour les élèves. Donc il faut vraiment que chacun, nous, je suis prêt à bouger, l'éducation nationale va bouger, les entreprises doivent le faire aussi en face de nous. Alors, juste avant de conclure avec vous, hein, Laurent Bigorgne, je vais demander aux 40 jeunes ici présents de reprendre votre petit boîtier blanc magique. Apparemment, vous savez vous en servir, c'est beaucoup plus simple qu'un smartphone, hein, et de voter de nouveau, vous savez, à la même question que je vous ai posée en début d'émission. Croyez-vous encore au rêve français? On va voir si vous avez été convaincu par ces quasi 70 minutes de débat. On est Laurent, évalué, la conclusion. Allez-y, votez et on donne le résultat tout de suite. Laurent. Oui, peut-être une dernière question, je reviens à Pisa, Vincent Payon. Moi j'ai été très frappé, il y a eu beaucoup de phénomènes commentés, le Vietnam nous est passé devant. Et je crois que quand on regarde les pays du vieux monde par rapport aux pays qu'on dit souvent du nouveau monde ou les émergents, le fait que ce pays, qui est un gros pays, qui est un grand pays, nous passe devant dans Pisa, doit nous interpeller. Et j'aurais aimé avoir votre sentiment sur ce renversement de l'histoire d'une certaine façon. Mais je pense que plutôt que d'être jaloux des autres pays ou d'être dans la déploration, dans le fond du vieux continent, du vieux monde, de la vieille France, il faut prendre ça, pour nous tous, comme une occasion de nous dépasser. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait qu'on se compare à d'autres, ça n'est pas mauvais. Et c'est quelque chose qui, on a des défauts, on doit les corriger. Et quand des pays vont mieux, mais tant mieux pour eux, plutôt que d'être... Et nous, on a des efforts à faire, faisons-le. Les syndicats regardent ce qu'on est en train de dire, vous en avez discuté avec eux de Pisa, vous avez essayé de mettre ça un peu au cœur de la discussion, puisque je sais qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment, notamment sur le métier d'enseignant. C'est quelque chose qu'ils ont en tête, selon vous? Vos interlocuteurs sont conscients de la situation, notamment les inégalités dont on a parlé? Les enseignants sont blessés, comme je pense tous les Français, de découvrir que leur pays est le plus inégalitaire, parce que quand même tout le monde partage les valeurs de justice. Mais entre cette prise de conscience et les décisions qui permettraient de lutter contre, c'est plus difficile. Mais je vous le redis, parce que là aussi, on veut opposer les uns et les autres. Mais ça concerne tout le monde. Les enseignants, ils ne sont pas différents des autres. Les entreprises, les enseignants, les parents, etc., les responsables politiques, tout le monde doit mesurer qu'il ne s'agit pas seulement de prendre conscience, mais qu'il s'agit derrière de prendre des décisions. Vincent Payon, vous êtes conscient qu'il vous faudra du temps, beaucoup de temps, pas seulement vous, hein, le gouvernement et les autres, hein, pour réenchanter ce rêve français? Mais je pense que je vous le dis très sincèrement, je pense que c'est pas nous. Nous, il faut le faire, c'est notre part du travail, c'est nos convictions, mais c'est chacun. Si dans un pays, on se dit c'est les 10 types là-haut qui vont faire tout le job, ça marche pas. D'ailleurs, il n'y en a pas un qui y croit. Et donc, ce que je voudrais, c'est qu'on ait en tout cas assez de force pour donner envie à chacun de construire ensemble, de bâtir, de rebâtir ce rêve français, en tout cas à défaut de rêve, parce que les rêves, des fois, on se réveille le matin, c'est un peu dur, il y a des illusions, une espérance française. Alors je rappelle le résultat du vote initial, hein, quand vous avez appuyé sur votre petit bouton au tout début de l'émission. Croyez-vous encore au rêve français? Vous disiez oui avec 15 voix et 30 non. Eh bien, ça a évolué depuis, Vincent Payon, puisqu'il y a 19 oui en légère progression et 27 non. Le non recule. Donc, vous avez été finalement plutôt convaincant, relativement convaincant. Oui, c'est comme les sondages concernant les politiques aujourd'hui. Hein. Ça progresse doucement. Hein, ouais. Merci Vincent Payon d'avoir été l'invité de cette première édition de Place aux idées. Prochain rendez-vous, les jeunes en France, Place aux idées, ça sera le 27 février. Nous serons tout juste à peu près un mois avant les municipales. Le thème sera être jeune en ville ou être jeune en zone rurale. Je tiens à remercier également Mathias Léridon et Laurent Bigorgne. Merci à toute l'équipe qui aura préparé cette émission, ce magazine. Pour connaître les dates et les heures de rediffusion de ce Place aux idées, je vous invite à consulter le site internet de LCP. Et évidemment, un grand merci à vous tous, les 40 jeunes qui nous ont entourés et à ceux qui ont brillamment répondu à nos questions. Merci à vous. Et à bientôt pour Place aux idées.